Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce jeudi, ce chiffre à retenir, 60 milliards de francs CFA. C'est un financement que la Banque mondiale vient d'accorder au Togo, récompensé par ailleurs pour ses efforts dans la gestion des programmes Novici et des filets sociaux de base. Santé, l'onchocercose, la rage, la gale et j'en passe. Le Togo va en guerre contre les maladies dites tropicales. Le ministère de la Santé annonce une vaste campagne, un traitement de masse de ces maladies. La campagne commence demain vendredi. Enfin, les vacances, vive les vacances, nous y sommes. Mais comment rendre utile vos vacances? Une question, une équation pas toujours facile à résoudre pour élèves et parents. Géraldine, c'est Samuela, toutes deux lycéennes, semblent déjà trouver leur voie et ce sera le dossier de cette édition. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, voici le 20h. Excellente, les relations entre le Togo et le Programme alimentaire mondial. Un avis réitéré par sa nouvelle directrice exécutive en visite à Lomé et reçu par le chef de l'État en audience. Le président Faure Gnassingbé et madame Cindy Makaen ont d'ailleurs discuté de comment renforcer cette coopération entre le Togo et le PAM. Madame Makaen au sortir de l'audience. Well, our objectives are, first of all, it was a great meeting, and our objectives. Les objectifs de ma mission ici, c'est pour avoir un entretien avec le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, le remercier pour le partenariat entre le Programme alimentaire mondial et le Togo. Le Togo est un grand partenaire pour nous et nous voulons privilégier ce partenariat et le renforcer. C'est aussi très important et très appréciable de voir un haut dirigeant qui a le souci de sa population. L'insertion des jeunes dans le domaine de l'agriculture, c'est le futur pour le développement du Togo. Togo has for their people. Annoncé en titre tout à l'heure, le Togo, bon élève de la Banque mondiale, vient d'être gratifié d'une grosse enveloppe. 60 milliards de francs CFA, c'est pour mettre en place le programme national de protection sociale non contributive. L'accord de financement a été signé cet après-midi même et c'est la conséquence aussi de la bonne gestion des programmes Novici et des filets sociaux de base. Écoutez ça là pour nous en dire plus. 100 millions de dollars, soit environ 60 milliards de francs CFA à investir dans la protection sociale au Togo. Par cette signature, le groupe de la Banque mondiale s'engage aux côtés du gouvernement. Le fonds va servir à la mise en œuvre réussie du programme national de protection sociale non contributive lancé par le gouvernement en juin dernier. De quoi sortir des milliers de Togolais de la précarité et de la pauvreté. Sur une période de 5 ans, ce programme multidimensionnel contribuera à améliorer la situation socio-économique des ménages pauvres et vulnérables, ciblés tout en intégrant la dimension genre. Ces dernières années, le Togo a accompli des efforts remarquables en matière de protection sociale non contributive, notamment avec le projet de filets sociaux de base et surtout le programme Novici, mis en œuvre lors de la pandémie de coronavirus. Grâce au présent financement, le gouvernement poursuivra son engagement en établissant un système d'identification unique, solide et fiable, ainsi qu'un registre social des personnes et des ménages pour mieux cibler les populations vulnérables. Grâce à des méthodes innovantes et un système de paiement intégré afin d'effectuer des transferts monétaires aux ménages les plus nécessiteux. Le programme a déjà touché quelques centaines de bénéficiaires. L'ambition du gouvernement est d'impacter plus de 2 millions de personnes d'ici à 2029. Pour la ministre du Développement à la base, cet appui de la Banque mondiale vient à point nommé. D'ici 2029, nous allons donc pouvoir impacter près de 2 600 000 Togolais à travers ce programme-là, qui va également être soutenu par de nouveaux outils tels que le registre social des personnes et des ménages et toute la partie accompagnement qui permet aux bénéficiaires de transformer leur vie.
Ce nouveau financement de la Banque mondiale est motivé par les résultats satisfaisants du Togo dans la mise en œuvre des projets sociaux. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale se veut rassurante en ce qui concerne le programme national de protection sociale non contributive pris en compte par cet accord de financement. L'innovation ici, c'est que c'est un programme de l'État. Et la banque ne fait que contribuer. Ça veut dire que l'État lui-même va mettre des ressources et nous, on ne fait que contribuer à ce programme. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un programme basé sur les résultats. Pour un pays comme le Togo, qui a quand même 45% des gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, je pense que ça mérite les félicitations que le gouvernement puisse prendre des ressources de son propre budget et de les allouer. Voilà pourquoi une institution comme la nôtre pense que ça vaut la peine de mettre ces 100 millions pour pouvoir appuyer ce programme. Et si on peut réussir dans ce genre de programme, je peux vous assurer qu'on va le prendre comme un exemple pour d'autres pays. Cette activité est la toute première de la nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin et la Guinée. Nommée le 1er juillet dernier, Marie-Chantal Uwanyili-Gira compte œuvrer pour le renforcement des relations entre son institution et le Togo au bénéfice des populations. L'actualité, c'est aussi le Forum national du dialogue interreligieux. Fin des travaux hier à Kara. La question en toile de fond, comment la jeunesse peut contribuer à la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion intra- et interreligieuse. Des résolutions ont été prises. Le compte rendu, Nestor Bouchou. Explorer les voies et moyens pour une implication active de la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme violent et dans la promotion du dialogue au sein des religions et entre les religions. C'est ce à quoi se sont attelés les participants au Forum national du dialogue interreligieux. À la suite de l'ouverture, des communications ont été faites par des experts dans le domaine de l'extrémisme violent et la radicalisation, ce qui a permis d'édifier les participants sur la réalité du phénomène. Les travaux se sont poursuivis avec la constitution des groupes thématiques. 3 groupes thématiques ont été mis en place. Le premier groupe thématique de travail a approfondi les réflexions sur la radicalisation et l'extrémisme violent, les causes, les conséquences et les solutions. Le deuxième groupe de travail s'est penché sur le vivre ensemble, donc tout ce qu'il faut faire qui puisse contribuer en fait à renforcer le tissu social. Et le troisième groupe s'est penché donc sur les approches de solutions à envisager au-delà donc du contexte religieux, les autres facteurs qui pourraient avoir un impact donc sur le vivre ensemble. Au rang de l'ensemble donc des discussions que nous avons pu avoir, il a été question de renforcer donc le volet éducation. Parce que véritablement, quand on prend le volet éducationnel, il y a un certain nombre d'aspects qui ne sont pas encore abordés et il fallait commencer depuis le primaire jusqu'à l'université pour amener les gens à s'approprier toutes les notions visant à la culture de la paix, au civisme et à la citoyenneté. Proscrire toute attitude radicale servant de base à des exactions, éviter de véhiculer des messages d'intolérance religieuse, s'opposer à toute forme d'instrumentalisation par les groupes extrémistes, créer et renforcer les mécanismes de dialogue intra- et interreligieux au sein de la jeunesse, s'investir quotidiennement dans la promotion de la culture de la paix, privilégier l'esprit de patience et de tolérance en cas de conflit religieux, instaurer une franche collaboration entre les jeunes pour lutter contre l'extrémisme violent et promouvoir le dialogue interreligieux. Voilà les résolutions prises à ce forum. Les participants ont émis le vœu que le forum se tienne chaque année et de façon rotative dans les différentes régions du pays. Avant de se séparer, ils ont même fait une proposition de thème pour les prochaines assises. Mariage interreligieux, mieux comprendre pour mieux choisir est le thème retenu. Les jacides évoqués également ce soir dans cette édition. Les jacides, eh bien, ce sont des insectes ravageurs, une réelle menace pour les cotonniers. Comment faire face à ces citadelles? Eh bien, les producteurs de coton viennent d'être formés justement à Takwame pour mieux faire face à la menace. Les précisions de Sylvain Aboudjou. Elle a fait son apparition dans les champs en 2022 au Togo
et a infecté et attaqué les parcelles cotonnières, rendant ainsi une baisse drastique de la production. Il s'agit d'un nouvel insecte ravageur, la jacide, qui depuis la campagne 2022-2023 a fait son irruption sur les cultures et a beaucoup suscité des inquiétudes chez les producteurs. D'où cette descente sur cette parcelle pour montrer aux producteurs les mécanismes de détection et de gestion de cet insecte ravageur. On a fait des tests très rapidement au cours de l'intercampagne et on a identifié un certain nombre de produits et la société cotonnière a acheté l'un des produits qui en tout cas ça marche. Et donc il fallait former les producteurs. D'abord, comment entretenir mieux les plants pour qu'ils se portent déjà très bien. Donc, il faut faire les fumures, l'entretien. Donc, tout ça là, il fallait les entretenir. Ensuite, les montrer qu'est-ce que la nouvelle espèce. Les faire connaître cette nouvelle espèce, comment elle se multiplie, comment elle attaque les plants. Et puis, au final, les présenter le produit que la société cotonnière a acheté, comment respecter les traitements, comment faire la préparation de bouillie. Avec la formation, on a vu ces dégâts et vraiment, ça nous permet maintenant de vérifier ou bien de suivre de près nos parcelles dans les champs. La formation est initiée par la FNGPC, Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, avec l'appui de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Une formation pour mieux orienter les producteurs afin de les aider à bien amorcer la campagne 2023-2024 et assurer une meilleure protection phytosanitaire des cotonniers pour un meilleur rendement. Pour cette campagne déjà, au semis déjà, elle est déjà apparue. Même sur la parcelle où nous sommes ici, elle est déjà dans le champ. Mais le produit Jasfire que nous avons sous nos mains, commandé par la NCT, corrige bien cet insecte parce qu'il y a l'exemple ici. Il y a un champ qui a été mis dans le mois de mai ici. L'insecte avait attaqué et nous voyons que lorsqu'on a fait 2 fois le traitement, le cotonnier répond bien, ça porte les capsules et ça se porte bien vert. Ces ravageurs ont fait perdre aux producteurs près de 10% de la production nationale. La NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, a donc trouvé un produit pour mieux faire front à ces parasites qui ont endommagé les cultures l'année dernière. La diplomatie à présent est fin de mission pour Matthias Veltin. Matthias Veltin, eh bien, c'est l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Encore pour quelques heures, le diplomate allemand quitte notre pays après 4 années de mission bien remplies. C'est au revoir ce jeudi devant la presse. Marie-Ange Bida. Échange avec les médias, le tout dernier avant son départ du Togo en tant qu'ambassadeur de l'Allemagne. Matthias Veltin fait son bilan de ses 4 années au service de la coopération avec le Togo. Coopération remarquable dans plusieurs domaines. Et des chantiers, il en reste encore. On a vu beaucoup de progrès dans la coopération, dans les relations bilatérales. Il y a 2 ans, on a signé un accord sur une coopération encore approfondie. Et dans ce cadre, l'Allemagne est capable d'accompagner encore plus le Togo. Nous avons les programmes de coopération qui sont en cours avec des progrès, mais encore avec beaucoup qui reste à faire. C'est la décentralisation, c'est la création de l'emploi, la formation professionnelle ou la formation en général des jeunes. Il y a encore beaucoup à faire dans le secteur de santé, beaucoup à faire parce qu'on a entamé le processus. Il y a encore des perspectives pour la coopération. J'espère vraiment de voir plus d'échanges sur les niveaux culturels. Le diplomate allemand quitte le Togo et emporte dans son cœur de bons souvenirs de ses relations avec les autorités togolaises et avec les populations, en particulier les jeunes. C'était toujours intéressant de m'échanger avec des personnes de chaque niveau et de chaque d'origine. Bien sûr, surtout avec la jeunesse, pour mieux connaître le pays. Je vois aussi partout engagement ou la disponibilité à s'engager et à développer ce pays. Le cœur est lourd parce que, bien sûr, on se sent attaché et on voit toujours aussi une sorte d'espoir ou une sorte d'attachement des gens vis-à-vis de l'Allemagne. Matthias Veltin achève sa mission au Togo ce 20 juillet. Il ira en Côte d'Ivoire assurer les mêmes fonctions.
Dans ses bagages, il garde bien au chaud la chaleur et l'hospitalité du peuple togolais. Notre deuxième titre ce soir et on en vient au registre santé de cette édition. Coup d'envoi demain vendredi d'une vaste campagne contre les maladies dites tropicales, l'onchocercose, la rage, la gale, pour ne citer que ces maladies-là. Et le ministère annonce un traitement de masse sur l'ensemble du territoire national. Les précisions de Christine Pétiquialoudet. L'onchocercose ou la cécité des rivières causée par la piqûre d'un moustique, les géohelminthiases ou les vers intestinaux causés par le manque d'hygiène et la schistosomiase due au contact d'eau stagnante. Les trois maladies résistent encore dans certaines localités du pays. Le traitement de masse édition 2023 s'attaque à ces maladies. Les enfants, aussi bien que les personnes adultes, vont bénéficier du traitement. Pour l'onchocercose, la population cible, c'est les personnes âgées de 5 ans et plus. Pour les vers intestinaux, c'est les enfants de 5 à 14 ans. C'est des comprimés qu'on administrera aux enfants. Il n'y aura pas d'injection. Les agents de santé communautaire qui vont distribuer les médicaments passeront de maison en maison pour donner les médicaments aux personnes cibles pour ce traitement. Nous invitons les parents à réserver un accueil aux agents de santé communautaire. L'OMS salue les efforts du Togo qui a déjà éliminé 4 de ces maladies dites négligées. Plus de 10 ans déjà que le Togo, avec l'aide des partenaires, est engagé dans cette lutte. L'impact des traitements de masse est non négligeable, même si des poches de résistance sont encore identifiées. Pour l'onchocercose, on va dire que toutes les évaluations ont montré qu'on va de mieux en mieux. Quelques rares cas de mouches encore infectées dans la région des savanes nous poussent quand même à continuer à faire le traitement jusqu'à ce que nous arrivions à l'élimination de l'onchocercose. Le traitement de masse premier tour couvre 12 jours à compter de ce 21 juillet et le deuxième tour est programmé en fin d'année sur 6 jours. Et voilà donc pour les maladies dites tropicales. Que dire maintenant du sida, des IST, de la tuberculose? Où en est-on dans le traitement, la prise en charge de ces maladies? Eh bien, le Conseil national de lutte contre la maladie et de lutte en la matière vient de lancer sa revue annuelle. Différents partenaires prennent part à l'exercice. Les premiers éléments avec Yasmine Kodia. Au Togo, plus de 65% des nouvelles infections et de 64% le nombre de décès liés au sida ont été observés selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. Les offres de services de prévention ont permis de toucher toutes les populations cibles de la riposte nationale. Plus de 57 000 personnes ont été dépistées et 18 millions de préservatifs distribués. Nous sommes actuellement à une réduction de prévalence autour de 1,7%. Nous avons réduit en 10 ans à peu près 60% de nouvelles infections. En termes de couverture des personnes vivant avec le VIH, nous sommes à 80% de toute couverture, c'est-à-dire que 8 personnes PVIH au Togo sur 10 ont eu accès gratuitement aux ARV. Donc on ne peut pas dire qu'on sera aux objectifs, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on diagnostique nos faiblesses pour pouvoir accélérer. Nous espérons qu'à moyen terme, nous pouvons arriver à l'élimination. Et surtout, c'est pour ça que nous avons fait un focus sur les enfants, la PTME, la prévention de transmission mère-enfant, parce qu'en matière de prévention, de prise en charge, nous avons de bons résultats chez les adultes, mais nous avons de moins bons résultats chez les enfants. On veut savoir pourquoi il y a moins de bons résultats chez les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer la transmission mère-enfant au Togo? C'est vraiment un cible majeur pour nous. L'offre de services de la charge virale, selon les rapports du CNLS-IST, continue de s'améliorer. Plus de 90% ont eu accès à la charge virale. Les bonnes performances en matière de prise en charge de la co-infection tuberculose VIH sont plus de 99% de tuberculeux dépistés et mis sous traitement. C'est vraiment une très bonne performance qui met le Togo dans le peloton de tête en termes de résultats. C'est la même chose pour la réduction des décès liés au VIH. Avec certains ajustements, le Togo sera bien
au rendez-vous de 2030. Le représentant du ministre en charge de la Santé a exhorté et encouragé les parties prenantes de la lutte contre le VIH-Sida à être plus engagées à cet exercice de revue des activités qui rentrent dans un cycle vertueux de planification. Ceci pour la mise en œuvre de la politique de développement du gouvernement. La première va mettre à disposition ses recherches, la seconde, sa pratique. L'Université de Kara et M-Afrique signent une convention, la deuxième du genre, entre les deux entités, principaux bénéficiaires, les populations en général, les étudiants UCA, en thèse de doctorat aussi. Nestor Bouzoué, notre bureau sur place à Kara. La première a été signée en 2016 pour 5 ans. Ce quinquennat ayant été jugé satisfaisant, M-Afrique et l'Université de Kara ont décidé de renouveler la convention. Cette nouvelle convention va couvrir la même durée de 5 ans. À travers elle, M-Afrique s'engage à aider l'Université de Kara à travailler sur des problématiques de recherche scientifique, l'organisation d'activités scientifiques, l'accompagnement des étudiants dans leur parcours et les services à rendre aux populations à la base, entre autres. Nous voulons donner l'opportunité aux étudiants, aux enseignants, chercheurs qui encadrent ces étudiants de nous proposer des sujets de recherche dans les villages qui vont faire l'objet d'accompagnement pour que justement ces mémoires ou ces thèses soient de qualité. Le deuxième point important, c'est la capacité maintenant au niveau de M-Afrique d'opérationnaliser beaucoup plus les clubs qui ont été créés pour que justement nous, au niveau de M-Afrique, nous les dirigeants, nous puissions trouver un cadre pour rencontrer d'autres étudiants à travers les conférences que nous allons donc organiser. Et le troisième point justement qui est aussi intéressant dans ce renouvellement de partenariat, c'est la possibilité aujourd'hui que nous voulons offrir aux meilleurs étudiants qui vont sortir de l'Université de Kara de leur trouver des stages. Le président de l'Université de Kara s'est félicité de l'acte qui vient d'être posé, qui renouvelle le cadre de partenariat entre son institution et M-Afrique et qui s'intègre dans le plan stratégique de développement de l'institution. C'est un partenariat actif qui se poursuit et qui est en droite ligne avec le plan stratégique de développement de l'Université de Kara, en ce que l'université cherche à développer son réseau partenarial tant national qu'international. Dans le cas précis, il s'agit d'un partenaire national actif dans le domaine de la recherche-action, actif dans le domaine de l'appui aux communautés et actif dans le domaine du renforcement des capacités de la jeunesse. Voilà 3 champs d'action qui cadrent parfaitement avec l'obligation de service à la société de l'Université de Kara. Le président de l'Université de Kara dit attendre de ceux qui ont pris part à cette cérémonie de signature de convention, des autres collaborateurs et acteurs impliqués, beaucoup de conviction, de persévérance et d'enthousiasme pour qu'à la fin, les résultats escomptés soient atteints. Ils ont, je sais le sourire, 150 jeunes artisans handicapés. L'ambassade des États-Unis au Togo vient de leur offrir un important lot d'équipements à leur répartir dans leur ville de résidence. Clarisse Aticlé. L'ambassade des États-Unis d'Amérique soutient l'autonomisation des personnes en situation de handicap au Togo. À travers l'USAID, le gouvernement américain appuie 150 jeunes artisans handicapés des villes d'Atakpamé, Kara et d'Apaon avec des équipements professionnels d'artisans, notamment des machines à coudre, des séchoirs, des brouettes. Le gouvernement des États-Unis est honoré de vous soutenir dans votre parcours vers l'autonomisation et la réalisation de vos droits économiques et sociaux. Nous sommes convaincus que l'équipement fourni vous permettra de prospérer dans les années à venir. Ce don d'équipement est une réponse à la sollicitation de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF à travers son projet Atténuation des impacts économiques du Covid-19 sur les jeunes handicapés au Togo, mise en œuvre dans les régions des plateaux Kara et Savane. Ces personnes handicapées ont appris des métiers, mais pour faute de moyens, n'ont pas l'équipement nécessaire pour s'installer et travailler. Ces dons changent fondamentalement la vie de ces personnes à partir d'aujourd'hui et va permettre à ces personnes de contribuer non seulement au développement de notre pays, le Togo, mais aussi de leur permettre eux-mêmes d'être plus épanouis.
Estimés à plus de 16 millions de francs CFA, ces équipements ont pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de travail des jeunes artisans handicapés. La plupart, hommes comme femmes, ont été durement affectés par la pandémie de Covid-19, augmentant ainsi leur vulnérabilité. Faire la remise solennelle. Il est 20h25 à l'étranger. C'est la fin d'un long suspense. Le président russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet des BRICS fin août à Johannesburg. Une épine en moins dans le pied de la présidence sud-africaine qui devrait être obligée d'exécuter le mandat d'arrêt de la CPI qui vise le président russe. Fin d'un dilemme particulièrement épineux pour Cyril Ramaphosa. Après plusieurs mois d'hésitation et de spéculation, la présidence sud-africaine le confirme, Vladimir Poutine ne se rendra finalement pas à Johannesburg pour assister au prochain sommet des BRICS. Ces dernières semaines, le président Ramaphosa a mené plusieurs consultations sur l'organisation du sommet des BRICS qui se tiendra le mois prochain en Afrique du Sud. D'un commun accord entre tous les États membres, le président Poutine ne participera pas au sommet, mais la Russie sera représentée par son ministre des Affaires étrangères. À la tête des BRICS depuis le début de l'année, Pretoria doit inviter tous les pays membres à ces réunions, y compris la Russie. Mais le pays est aussi membre de la Cour pénale internationale. Il est donc censé arrêter le dirigeant russe sous le coup d'un mandat d'arrêt de La Haye pour déportation d'enfants ukrainiens en Russie, et ce dès son arrivée sur le territoire sud-africain. Plus tôt cette semaine, Cyril Ramaphosa avait même estimé que l'arrestation de Vladimir Poutine serait considérée comme une déclaration de guerre par la Russie. Une affirmation que Moscou réfute. Personne n'a fait allusion à quoi que ce soit de ce genre. Mais tout le monde sait ce que ce genre d'infraction contre le chef de l'État russe signifierait. Nous n'avons donc pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Depuis le début de la guerre, Pretoria refuse de condamner l'invasion russe de l'Ukraine, tout comme le reste du groupe des BRICS. Ces 5 puissances émergentes se réunissent afin de peser davantage dans les institutions internationales, jusqu'ici dominées par les États-Unis et l'Europe. Retour chez nous, le dossier de cette édition, je vous l'annonçais dans les titres, c'est les vacances en ce moment. Mais que faire de ces belles vacances? Élèves, parents se grattent souvent la tête. Géraldine et Samuela, toutes deux lycéennes, ont trouvé, elles, de quoi faire de leurs vacances un bonus. C'est un sujet préparé avec Ida Adessou. Adido Gomé, quartier très peuplé de Lomé, la capitale. Dans cette ruelle vit Géraldine, élève en première G2. La lycéenne, déjà en vacances, s'occupe autrement. J'ai choisi apprendre la couture parce que j'aime les modèles. Donc j'aimerais bien le faire pour pouvoir le faire pour moi-même. Chaque matin, à l'atelier de couture, la jeune fille retrouve Samuela, élève elle aussi et avec qui elle partage les mêmes machines à coudre. J'ai préféré apprendre un métier plutôt que de m'amuser pendant les vacances parce que, bon, déjà, j'acquiers déjà des connaissances au niveau de la couture et c'est aussi une source de revenus pour moi. Par exemple, si je deviens grande et je n'ai pas encore eu des métiers à faire, je peux pratiquer la couture parce que ça peut m'aider à avoir de l'argent. Ajouter une autre corde à son arc, c'est bien ce que fait Samuela, un choix épousé également par Géraldine, déterminée tout de même à poursuivre ses études après les vacances. La jeune fille a bien des ambitions. Je vais reprendre les cours après les vacances. Qu'est-ce que tu voudrais devenir plus tard? Comptable, parce que je fais la GD, comptabilité-gestion. Impressionnée par ce désir d'acquérir un savoir-faire, Yvette, la maîtresse couturière, accueille volontiers ses apprentis saisonnières. Deuxième semaine à me couper, toi dire, voilà. Mais je vais aller au 3 mois, et nous qui allons au moins elle est ton vieux, le ton jour vieux va. Amoro, si moi-même, toi, tu on a un qui. Vélo, nous qui sommes le bon, je vais surprendre ma. Et moi. TikTok, Facebook, WhatsApp, c'est plutôt le quotidien de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Mais pour Géraldine, la passion de coudre à la machine est bien plus forte. L'initiative de la jeune fille est d'ailleurs encouragée par ses parents. Oui, là où mes vacances, mais l'ondo et tout n'a pas y avec là. Il y avait notre média calé. Et maman body bien noy. Et mi ve quoi mi blene quoi. Et cham buelo. Benenova. Ne le va.
Comment rendre ces vacances utiles? Une question récurrente pour beaucoup d'élèves, y compris pour les parents pendant les vacances. Géraldine pourrait bien être un bon exemple à suivre. Dans le reste de l'actualité, mon beau village, je vous laisse deviner la suite. Et seulement ici, mon beau village, eh bien, c'est une foire artisanale qui s'ouvre à partir du 17 août prochain. Une foire artisanale avec sa particularité. Les précisions de Diane Fofoué, Norbert Agbedanou avec Yata Ratem. Ce sera un beau village, bien animé et agrémenté par le savoir-faire d'une cinquantaine de personnes handicapées. Il va s'installer du 17 au 20 août prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Le projet, porté par Credania, est à sa deuxième édition. La préoccupation majeure, contribuer à l'épanouissement et au rayonnement socio-économique d'une couche de la population pas toujours valorisée. Nous allons faire venir nos confrères et sœurs qui mendient dans les rues pour qu'eux aussi apprennent quelque chose, pour qu'ils gagnent leur vie facilement comme nous aussi nous le gagnons. J'exhorte mes confrères et sœurs handicapés à relever les défis, à se faire connaître à travers ce qu'ils font. On est des personnes qui s'acceptent malgré tous les troubles, tout ce qui va autour de notre entourage. Et c'est là cette fois maintenant qui vient maintenant aux handicapés, qui sont la plupart des entrepreneurs, qui vont un peu donner plus de valorisation à ce qu'on puisse vraiment s'octroyer ce qui est de notre droit et maintenant vendre nos potentialités. Donc j'ai des petits œuvres que je vais exposer et mettre maintenant aux yeux de la population qui sont obligés d'acheter. Au-delà des expositions à cette foire, on annonce des ateliers de formation et autres panels d'échange. Nous aurons des formations relatives aux activités génératrices de revenus. Nous avons des formations sur l'inclusion sociale. Nous avons des formations sur comment, par exemple, avoir des possibilités avec les microfinances. Et nous avons invité des institutions dignes de ce nom pour venir ne serait-ce que partager les dispositions à leur niveau pour permettre à ces personnes de pouvoir ne serait-ce que bénéficier des investissements ou des accompagnements. La forme en beau village, c'est pour venir à bout d'un problème de notre société. Aujourd'hui, je pense qu'on doit commencer par comprendre qu'être une personne en situation de handicap, ce n'est pas être forcément mendiant. Et c'est ce défi que nous voulons relever à partir de cette initiative. Rencontre d'inclusion et de consommation locale, la Jeune Foire, Mon Beau Village, promet de belles découvertes dans différents domaines. Enfin, le mondial féminin de football en Australie pour clore cette édition. Coup d'envoi de la compétition ce jeudi. 4 nations vont défendre les couleurs africaines. Il s'agit donc du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Maroc et de la Zambie. Les premiers matchs et les scores déjà enregistrés. La Nouvelle-Zélande a battu la Norvège 1-0. L'Australie a fait de même 1-0 également devant l'Irlande. Le Nigeria, premier pays africain à entrer en compétition, joue face au Canada cette nuit, 2h30. Et ceci referme ce journal du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout sur la télévision togolaise, notamment à Gomé-Tomegbe dans le Cloto et à Libreville au Gabon. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée chez vous.